Alors évidemment, je voudrais d'abord remercier les organisateurs d'avoir retenu ma contribution et de me permettre d'être là aujourd'hui. Et je voudrais aussi vous remercier d'être là pour m'écouter. Alors peut-être comme avant-propos, je voudrais annoncer que je voudrais parler aujourd'hui d'une expérience qui est vraiment en cours depuis quelques semaines, donc qui est à la fois extrêmement profuse, donc je ne pourrais évidemment pas faire part de toute cette profusion, mais du coup peut-être pas suffisamment synthétique, qui n'est pas encore tout à fait clair et bien ressaisi dans mon esprit. Je ferai avec cette contrainte-là. Au départ de cette expérience, il y a ma volonté, depuis une année au moins, de développer ce que j'appelle une phénoménologie de la parole des artistes de danse. Ça, dans le prolongement de mes recherches qui ont été présentées, qui consiste à articuler la phénoménologie de Merleau-Ponty, un philosophe qui n'a jamais parlé de danse, et l'étude des œuvres de danse que je prends en tant que phénomène, en tant qu'événement mondain, c'est-à-dire dans leur mode d'apparaître à partir de mon point de vue de spectatrice. Alors pourquoi cet intérêt pour la parole des artistes de danse qui n'existait pas du tout jusqu'ici dans mon travail? D'abord parce qu'il me semble que la parole prononcée par les artistes de danse autour de leurs œuvres accompagne ces œuvres, font même partie du travail de ces artistes de danse, de leur façon de manifester leur travail, et donc participe aussi de la réception des pièces de danse. Donc finalement, je suis bien obligée de convenir qu'il est à la fois artificiel et surtout éthiquement assez dérangeant de refuser de tenir compte de cette parole autour des œuvres. Après, toute la question, évidemment, et c'est celle que je me pose, c'est la façon de tenir compte de cette parole tout en demeurant ce qu'on appelle en phénoménologie un spectateur réduit, c'est-à-dire disponible à l'avènement de l'œuvre pour elle-même. Et d'autre part, pourquoi vouloir faire cette phénoménologie de la parole des artistes de danse? Parce que sur les plateaux, au cours des spectacles, les artistes de danse prennent la parole, utilisent leur voix, c'est un fait. Et ça me semble finalement, une fois que j'ai réfléchi de ce point de vue, assez logique, puisqu'on peut peut-être dire que la danse, c'est l'art de personnes qui s'exposent en mouvement. Or, la vocalisation, la prise de parole sont des mouvements possibles du corps, de tout corps humain, même si, il ne faut pas le nier, je crois, la vocalisation et la prise de parole restent un type de mouvement spécifique. Alors, quel est le dispositif de mon expérience? D'abord, concernant l'outillage théorique, je relis, et pour aujourd'hui plus spécifiquement, j'ai relu des textes de Merleau-Ponty qui sont en fait des cours qu'il a prononcés en 1953 quand il est arrivé au Collège de France. Des cours qui sont publiés sous le titre « Le monde sensible et le monde de l'expression », et des cours qui étaient contemporains d'un autre. Enfin, en fait, ça c'est le cours du jeudi, et le cours du lundi de Merleau-Ponty, c'était sur l'usage littéraire du langage. Donc c'est un moment où vraiment Merleau-Ponty creuse de nouveau en fait cette question du langage verbal, alors que peut-être jusqu'ici il était plus du côté de la seule perception. Et dans le monde sensible et le monde de l'expression, pour le dire très vite, ce qu'il s'agit pour lui de faire, c'est de montrer que perception et mouvement sont toujours déjà de l'ordre de la compréhension et de l'expression, et que le langage verbal et sa compréhension, eux, sont toujours aussi de nature sensorimotrice. Donc pour reprendre le vocabulaire de la psychologie que Merleau-Ponty utilise beaucoup parce qu'il lit beaucoup les psychologues de son temps, qui lui étaient légèrement antérieurs, il s'agit de montrer que praxis, gnosie et phasie sont fondamentalement nouées les unes aux autres, s'interpénètrent, sans qu'on puisse parler d'ailleurs de rapports de causalité les unes avec les autres. Toujours pour cette expérience, j'ai un autre outillage théorique que je commence à développer de plus en plus, sont les textes de Michel Bernard. Donc Michel Bernard, qui est un philosophe, entre autres spécialiste de la danse, il est aussi spécialiste de la musique. Et j'utilise les textes qu'il a écrits dans De la création chorégraphique, où il est question de ce qu'il appelle la transvocalisation, ou de ce qu'il appelle, il a un petit jargon qui lui est propre, donc la transvocalisation ou le chiasme parasensoriel. Et en gros, pour lui, l'idée c'est de montrer, et à chaque fois il parle de la danse, il s'agit de montrer que la danse, c'est fondamentalement un chemin pris par la puissance énonciatrice et créatrice de fiction qui se trouve au cœur de toute sensation. Donc une puissance qui est à la fois de l'ordre de l'auto-affection,
de la production de ce qu'il nomme une simulation, des fictions ou un imaginaire, donc quelque chose qui est de l'ordre de la symbolisation et de la théâtralité, et donc aussi de la sortie de soi. On a ce double mouvement d'auto-affection, de chemin en soi, dans le corps, et de sortie de soi via une forme de symbolisation à même le corps. Et l'objet de cette expérience, en fait, il est double. C'est à la fois et d'abord un long entretien entre la chorégraphe Maggie Marin et Olivier Neveu, qui est professeur en études théâtrales à l'ENS de Lyon. Un long entretien qui est paru dans Théâtre Public en octobre 2018, au moment où Maggie Marin crée sa nouvelle pièce qui s'intitule 2017. Et l'autre objet, c'est la diffusion de cette pièce 2017 que j'ai donc vue après. J'ai dit octobre 2018. Bon, octobre 2017. Donc pièce que elle j'ai vue fin février 2018, donc il y a assez peu de temps, et donc que j'ai vue après avoir travaillé sur cet entretien. Donc ma question, elle est double, et c'est d'ailleurs pour moi un vrai objet de questionnement dont je vous fais part, et je suis preneuse de retour sur cette question, parce que je n'arrive pas à associer, je n'arrive pas à dissocier ces deux choses, et en même temps je ne suis pas certaine de la nécessité de l'articulation de ces deux choses. Donc voilà mon double objet, ma double question. C'est à la fois comment aborder, recevoir et décrire et penser phénoménologiquement les gestes, l'articulation de cet entretien, donc les paroles de la chorégraphe avec la réception de la pièce, mais c'est aussi comment aborder, recevoir, décrire et penser phénoménologiquement les gestes de vocalisation et de prise de parole au sein de la pièce. Voilà. Alors, puisque j'ai commencé d'abord par travailler sur l'entretien, je vais partir de là. Alors, dans cet entretien, la question de la prise de parole des interprètes dans les pièces de Maggie Marin et dans 2017 plus particulièrement est très souvent évoquée. Et à chaque fois, Maggie Marin insiste sur le fait que pour elle, le travail passe par le corps, mais que ces corps en question, ce sont des danseurs, que des danseurs, ce sont des personnes, et qu'ils peuvent donc proposer aussi bien du matériel gestuel, vocal, verbal. Pour elle, tout ça est une seule et même chose. Donc, quand bien même le corps devrait être silencieux, pour elle, il est toujours déjà un corps humain doué de parole, donc un corps parlant. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, elle prévoit qu'effectivement, dans cette pièce, les danseurs prennent la parole, que ce soit pour énoncer des phrases quotidiennes, peut-être pour dire des extraits de textes théoriques, peut-être pour dire un texte de Maggie Marin. À plusieurs moments, elle envisage d'écrire un texte. Donc, visiblement, la parole est inscrite, mais au sein d'une écriture chorégraphique, comme quelque chose de possible, une façon pour le corps de venir s'exprimer, ou plutôt que pour le corps, d'ailleurs, pour les gens, et d'ailleurs c'est le terme qu'elle emploie, les gens, de venir s'exprimer. Par ailleurs, cependant, Maggie Marin insiste sur le fait que le corps, la scène, les mouvements, à ses yeux, permettent de dire, de faire comprendre des choses autrement et parfois plus clairement que les mots. À plusieurs reprises, elle dit qu'elle produit un travail de transfiguration ou de traduction de ces lectures, de ces très nombreuses lectures, un désir de dire donc autrement que ne le font en tout cas les théoriciens par la corporéité, ce qu'il y aurait à dire. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises aussi, dans l'entretien, et c'est une façon aussi d'orienter la lecture de cet entretien, elle exprime une grande méfiance, voire une grande peur à l'égard des mots dont elle considère qu'ils peuvent souvent être l'objet de malentendus ou alors de récupération. Et elle insiste aussi sur la dimension galvaudée de très nombreux mots qu'elle emploie pourtant elle-même. Donc finalement, à la lecture de cet entretien, il y avait pour moi d'emblée une grande attente et une grande interrogation sur la place qui serait donnée à la parole, sur la façon de la recevoir, la façon dont elle viendrait s'imbriquer dans les situations, dans les mouvements qui seraient proposés. Et elle m'invitait visiblement à un mode d'écoute qui n'est pas celui du quotidien où la plupart du temps, me semble-t-il, les mots viennent faire comme écran au corps qui les prononce.
Et il me semble aussi qu'elle proposait de réfléchir, enfin, en tout cas de mettre en œuvre plutôt, un mode d'écoute qui n'est pas celui qu'on peut avoir face à un théâtre fondé sur un texte, où il s'agirait de mettre le corps et la scénographie en général au service de l'écoute de ce texte. Donc d'emblée, pour moi, les propos de Maggie Marin, même si elle ne les cite pas du tout, rentrent largement en résonance avec les analyses de Merleau-Ponty et de Michel Bernard. Avec ceux de Merleau-Ponty, parce que celui-ci insiste très souvent sur le fait qu'il n'y a pas de solution de continuité entre le mouvement et la prise de parole, que dans tous les cas, il s'agit d'une pratique, que ce soit du mouvement ou de la prise de parole, qui génère du sens dans une situation, sans qu'il y ait de possibilité de sens à séparer le signifiant du signifié, une façon de s'adresser depuis une situation à une autre situation, celle de l'interlocuteur. Voilà, et Michel Bernard, lui, insiste sans cesse sur le fait que percevoir et énoncer, se mouvoir et parler, tout cela, ça relève d'un même mode d'exister humain, qui consiste à se projeter dans un double fictionnel, donc ce qu'il appelle avec les linguistes un débrayage, et à faire partager des fictions. Donc il insiste sur le fait que le travail sur le sentir, c'est une façon, et qui serait pour lui l'objet même de la danse, c'est une façon de travailler sur l'énonciation, sur un chemin spécifique pris par cette énonciation. Or, à ma grande surprise, pour arriver sur 2017, en réalité, au cours de 2017, et c'est plutôt surprenant aussi chez Maggie Marin, les danseurs ne font pas entendre de texte et ne font, pour ainsi dire, pas entendre leur voix. Une fois ou deux, ils prennent des micros et on a l'impression, et c'est pas très clair parce que la musique est très forte et toujours là, on a l'impression qu'ils prononcent des choses dans les micros, et sinon la plupart du temps on les voit parler, on les voit éventuellement crier, mais on n'entend pas du tout ce qu'ils disent. Excusez-moi. Donc leurs voix sont complètement recouvertes. Donc finalement, il m'a semblé que ce qui était manifesté, c'était des corps en train de parler, des gens en train de parler, se comportant humainement, menant des gesticulations que l'on connaît, mais sans du tout que l'attention puisse se porter sur ce qui est dit. Donc finalement, ça manifeste deux choses sont offertes à l'attention, un corps qui parle, qui produit de la parole, quelle que soit cette parole, la signification n'étant donc pas dans la parole prononcée, mais dans le geste que je qualifie avec d'autres de signifiance, geste producteur de sens, comme tout geste, finalement. Et d'autre part, et là on a une forme de paradoxe, et le spectacle va beaucoup jouer sur ce paradoxe, on voit aussi une forme de déroute de la verbalité, comme si on n'avait pas l'espace sonore de se faire entendre pour pouvoir adresser une parole à l'autre. Donc il y a quelque chose qui se montre comme une impossibilité d'entrer dans la discussion, de choisir les mots, de faire entendre le mot qu'on voudrait prononcer. Et il m'a semblé que cette apparente contradiction, cette tension entre un corps qui peut se manifester comme producteur de sens et en même temps une parole arrachée, puisque inaudible et souvent prise aussi dans de très nombreuses gesticulations qui recouvrent un petit peu la simple prise de parole. On est très loin d'un corps qui viendrait sagement se poser pour que soit bien entendu ce qu'il a à prononcer verbalement. Eh bien, il me semble que cette tension, cette contradiction, ce paradoxe trouve une actualisation dans la théâtralité double, en fait, qui est portée ici sur le plateau. C'est-à-dire, d'une part, la théâtralité même du fait d'être sur le plateau, que Michel Bernard, d'ailleurs, considère d'emblée comme un redoublement de la théâtralité propre à l'énonciation, qui est dans ce geste de débrayage pour produire de la symbolisation. Donc on aurait une première théâtralité de cet ordre, propre finalement à tout sentir. Deuxième théâtralité qui consiste à venir sur le plateau. Et troisième théâtralité qui vient s'ajouter dans cette pièce, dans la très grande amplification des gestes, le très grand surlignage, presque burlesque, d'ailleurs c'est un terme qu'elle emploie très souvent, de ces gestes. Donc finalement, pour les danseurs, on a une sorte de double mouvement
qui consiste à la fois à participer aux situations, à s'inscrire dans ces situations de prise de parole inaudible, et en même temps un mouvement de mise à distance par cette théâtralisation au sens ordinaire du terme, des gestes de prise de parole qui consistent, et ça Maggie Marin y insiste, à décrire, pour ainsi dire, sans le commenter, cet arrachement, cette déroute, cette impossibilité de la verbalité. Alors ceci dit, il y a quand même bien une présence de mots dans cette pièce qui sont des mots écrits. On trouve à la fois des pancartes qui sont portées par les danseurs face à eux quand ce sont des noms de dirigeants connus comme par exemple Trump, mais d'autres, des pancartes portées dans le dos qui sont des noms de marques, et également des caisses en bois sur lesquelles sont inscrits des prénoms et des noms de pays. Alors, je vais raccourcir parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce phénomène, c'est que les mots qui sont à l'œuvre dans le spectacle ne sont que des noms propres, et des noms propres qui vont être manipulés par les danseurs, comme si les danseurs actualisaient par leurs agissements les verbes qui sont les moteurs de la langue au fond. Et donc là, les moteurs de la langue sont incarnés à même les corps. Et il y a une scène en particulier qui est venue fortement m'interpeller dans cette pièce, pour m'arrêter sur quelque chose de précis plutôt que de m'éparpiller dans une analyse trop générale. Il y a une scène qui consiste dans la construction, avec ces caisses qui auront été déplacées de nombreuses fois au cours du spectacle, qui consiste à déplacer ces caisses, donc qui portent des prénoms et des noms de pays, dans une activation assez joyeuse. C'est toute la dernière scène du spectacle qui dure peut-être un quart d'heure, relativement longue donc. Une activation joyeuse alors que le spectacle est plutôt lourd politiquement dans son propos et dans les choses que l'on voit qui sont assez violentes. Donc les danseurs sont dans une forme de travail joyeux, commun, où ils se donnent les caisses, ils entassent les caisses, etc. Donc on a une scène presque d'accomplissement de la synergie que jusqu'ici le spectacle semblait signifier comme absolument impossible. Donc construction avec les mots, grâce au corps, qui sont les verbes, qui sont les verbes, et en même temps, ce qu'ils construisent au cours de cette dernière scène, c'est un mur. Un mur qui renvoie soit à tous ces murs qui ont été montés au cours du 19e et encore, au cours du 20e et encore aujourd'hui au 21e siècle, ces murs qui séparent, qui rendent impossible la communication, qui sont le fruit de situations de haine, de déchirures, etc. Ou bien ces murs de commémoration, donc il y a quelque chose certes un héritage du passé qui vient nous appeler, mais en même temps quelque chose de la morbidité qui vient se signifier. Et on s'interroge beaucoup quand on voit cette scène de grande joie, de grand plaisir à construire quelque chose, parce que si dans cette pièce rien n'arrive jamais à se construire, on s'interroge sur le sens, l'ambivalence absolue de cette joie de construire, et de construire quoi? De construire un mur qui nous dit la mort, qui nous dit la séparation, qui nous dit l'impossibilité de communiquer. Et ce qui m'apparaît avec ce mur, c'est que finalement, il a très certainement pour fonction une chose que Maggie Marin nomme beaucoup comme étant en fait le but même de son travail, qui est, je crois, et j'essaie de poursuivre justement son intention par là, mais elle m'y porte, enfin la pièce m'y porte, qui serait d'amener les spectateurs eux-mêmes à la prise de parole, c'est-à-dire la discussion, au minimum, la discussion à la sortie du spectacle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, l'état dans lequel elle nous a mis et ce qu'elle a voulu nous signifier, qui est finalement relativement
insupportable, relativement irrecevable, c'est-à-dire la joie de construire ce mur de morts, des noms et des noms, des prénoms d'anonymes et des pays. Alors, pour conclure, du coup, malheureusement, j'aurais bien aimé développer ce point, j'aurais pas du tout le temps, mais je voudrais quand même l'indiquer. Il m'est apparu également dans cet entretien que le regard du spectateur se trouvait orienté par la façon dont il est mené et aussi la façon dont une tension très forte, en tout cas à force de relire cet entretien, se crée entre les questions posées par Olivier Neveu, qui en étude théâtrale, donc qui a l'habitude d'étudier le théâtre, et les réponses de Maggie Marin. Olivier Neveu, interrogeant toujours Maggie Marin sur la façon dont elle va procéder pour articuler deux choses qui lui semblent deux univers opposés, ce qu'il nomme la scénographie, c'est-à-dire la lecture de textes théoriques, qui prend beaucoup de temps chez Maggie Marin avec les danseurs, etc. Et ce que Olivier Neveu nomme la scénographie, qu'il juge totalement abstraite chez Maggie Marin, qui consiste dans des exercices rythmiques, des circulations, etc. Et Maggie Marin, à chaque fois, fait semblant, très certainement, de ne pas comprendre la tension qu'il voit là, et ne cesse de dire, mais nous lisons, donc nous produisons de la scénographie, et nous faisons des exercices rythmiques, donc nous sommes au cœur des enjeux politiques, économiques, théoriques de cette pièce. Donc, en tout cas, pour moi, l'éveil de l'attention a été très fort sur la façon dont un entretien est mené va venir orienter le regard du spectateur. Merci de votre attention. Merci.